L'autre pas que Duchamp pouvait faire après ça, c'est-à-dire non seulement représenter des objets de la vie courante ou de les représenter de la façon la plus froide possible, si on veut, la plus mécanique, mais c'était finalement d'homologuer les objets eux-mêmes et d'en faire éventuellement des œuvres d'art, hein, de décider que tel objet deviendra une œuvre d'art, et c'est l'aventure des ready-mades. Hein. Un ready-made, comme le nom l'indique, c'est un objet que Duchamp avait trouvé tout fait. En fait, ça peut être une pelle à neige ou une roue de bicyclette, enfin, peu importe l'objet, que Duchamp a trouvé donc déjà fait, déjà établi, et qui, soit en changeant un peu le contexte, soit en lui ajoutant une inscription ou en le modifiant un peu, en fait une œuvre d'art et réussit à la faire accepter, en fait, dans le réseau, dans l'ensemble, disons, de tout le réseau artistique. Enfin, il y a les musées, les historiens d'art, les critiques, enfin, tout le monde finit par en parler. Duchamp lui-même décrit ces ready-made, enfin l'aventure aussi, comment il l'a vécu, dans un texte qui est très clair, enfin, que je vous demande d'écouter, et que je vais essayer d'illustrer au fur et à mesure, enfin, en vous présentant ces fameux ready-made dont il parle les uns après les autres. Dès 1913, j'eus l'heureuse idée d'attacher une roue de bicyclette à un tabouret de cuisine et de la regarder tourner. Quelques mois après, je me procurai une reproduction bon marché d'un paysage d'hiver que j'appelai Pharmacie, après y avoir ajouté 2 petites taches, une rouge et une jaune, sur l'horizon. À New York, en 1915, j'achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j'écrivis « En prévision du bras cassé ». C'est à peu près à cette époque que le terme de « ready-made » me vint à l'esprit pour désigner ce genre de manifestation. Un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est que ces « ready-mades » n'ont jamais été consacrés à la moindre forme de délectation esthétique. Mon choix était fondé sur une réaction d'indifférence visuelle avec absence totale de bon ou de mauvais goût. En fait, en complète anesthésie. Une caractéristique importante des ready-mades était la petite phrase qu'à l'occasion j'inscrivis sur certains d'entre eux. Cette phrase, au lieu de décrire l'objet comme un titre, avait pour but de transporter l'esprit du spectateur vers d'autres régions plus verbales. Parfois, il m'arrivait d'ajouter quelques détails graphiques de présentation pour satisfaire mon besoin d'altération. On pourrait alors appeler mes productions des « ready-made aid ». À une autre occasion, voulant mettre en évidence l'antinomie fondamentale entre les ready-mades et n'importe quelle œuvre d'art, j'ai imaginé ce que l'on pourrait appeler des « reciprocal ready-mades », utiliser un Rembrandt comme planche à repasser. Je réalisai très tôt le danger qu'il y avait à répéter cette forme d'expression et décidai d'en limiter la production à un petit nombre chaque année. J'étais conscient à cette époque que, pour le spectateur plus que pour l'artiste, l'art est une drogue, et je voulais protéger mes ready-mades d'une telle contamination. Un autre aspect de ces ready-mades, c'est leur manque d'unicité. La réplique d'un ready-made donne le même message. En fait, aucun des ready-mades existants aujourd'hui n'est un original au sens conventionnel du terme. Une remarque pour finir ce cercle vicieux, vu que les tubes de peinture utilisés par les artistes sont manufacturés et sont tout préparés, nous devons conclure que toutes les peintures du monde sont des ready-mades aid. Le paradoxe, évidemment, c'est que toutes ces œuvres, tous ces ready-made que Duchamp vient de décrire, ont finalement abouti dans les musées. Hein. Non seulement ils sont dans les musées, mais il y a des diapositives, il y a des reproductions de ces œuvres-là dans des livres d'art. Ils sont complètement, si vous voulez, rentrés dans la culture. Autrement dit, le pari que Duchamp s'était posé au départ, de voir jusqu'où pouvait aller le système, comment, même en utilisant le scandale et en utilisant, allant aux limites, aux frontières du non-art, si on veut, comment on pouvait quand même finalement faire homologuer beaucoup de choses, même si ça allait jusqu'à un urinoir,
si on veut, qu'il a simplement modifié en y ajoutant la signature de Hermout et une date, 1913. On pense que c'est l'ingénieur qui avait dessiné cet objet la première fois, alors il lui en rendait hommage. Vous savez comment ça a été présenté, cette chose-là? C'était au cours d'un jury où Duchamp lui-même faisait partie, Et alors, les autres membres du jury ont dit « Ah ben non, on ne peut pas accepter ça. » Et lui, Duchamp s'est mis à le défendre comme une œuvre d'art d'avant-garde extraordinaire en disant « Non, non, écoutez, il faut être ouvert aux nouvelles choses. Voici un objet étonnant. » Et alors, même s'il n'a pas été accepté dans cette exposition en question, il a finalement, enfin, fait son chemin. Je vous dis, maintenant, dans toutes les bonnes bibliothèques, on a des livres qui parlent de ça. On a aussi, dans toutes les diapothèques de département d'histoire de l'art à travers le monde, une diapositive qui montre l'urinoir de Duchamp. Hein. Alors donc, son pari, il l'a rempli. On pourrait dire, est-ce qu'il l'a trop rempli aussi? Enfin, c'est un des dangers. Si vous commencez à dire que tout objet, même un urinoir, peut devenir un ready-made, pourquoi pas n'importe quoi? Pourquoi que ça ne peut pas s'étendre à tout objet, en fait? Hein? Et là-dessus, Cage, le fameux musicien américain contemporain, qui a bien connu Duchamp, disait que là-dessus, Duchamp était très sensible à cet argument-là. Il insistait sur le fait que tout ne pouvait pas devenir ready-made. Vous comprenez que si tout devient art, il n'y a plus d'art. Il faut toujours que cette frontière entre l'art et le non-art soit maintenue. Elle peut être étendue, elle peut être reculée le plus possible, mais il faut qu'elle soit maintenue de quelque façon. Et la façon dont Duchamp procédait, c'était, comme il dit lui-même dans son texte, de raréfier ces événements de ce genre-là, de ne pas en faire trop, justement, de leur garder leur caractère de scandale ou de choc, si on veut, pour qu'ils puissent être homologués dans la culture. Autrement, ils seraient finalement laissés de côté. En fait, ça n'aurait pas intéressé. D'ailleurs, ces ready-made sont souvent plus subtils qu'on imagine. Permettez-moi de revenir à l'un d'entre eux qui représente la Joconde avec une petite barbiche et une moustache. Et alors là, disons qu'à première vue, on a l'impression d'un geste dadaïste, en fait, de destruction d'un chef-d'œuvre archi-connu, qui est très respecté. En fait, c'est Léonard de Vinci. Et on se demande, en fait, pourquoi avoir fait ça, puis ensuite de lui avoir ajouté une espèce d'inscription. Première chose qu'il faut faire attention à propos de ce ready-made en particulier, c'est que c'est sa date. Hein? Il date de 1919, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Alors, c'est une espèce d'hommage pervers à Léonard de Vinci. Enfin, c'est comme un rappel aussi de sa mort. Et en plus, vous remarquez qu'au bas, il a une inscription qui se lit « look », si on veut, si on la lit un peu à l'anglaise. Et au fond, comme s'il voulait attirer l'attention sur un aspect de la Joconde qui n'avait pas été remarqué, c'est son caractère androgyne. Hein? Elle est à la fois homme et femme, et ce caractère androgyne, évidemment, apparaît tout de suite si vous ajoutez une petite moustache et une barbiche. Enfin, on la révèle tout de suite. Et par ailleurs, si vous lisez les lettres qui est écrites en dessous à la française, L-H-O-O-Q, là, il fait allusion à autre chose. Il fait allusion à pas une légende, mais enfin une information qui était très courante à l'époque, qui était que Léonard de Vinci aurait été homosexuel. Alors, c'est une façon un peu brutale de faire allusion à l'homosexualité de Léonard. Celui qui avait popularisé d'ailleurs cette notion, c'est Freud, hein, qui venait de publier, d'ailleurs, je pense que c'est déjà en traduction anglaise en 1916 à New York, un souvenir de Léonard de Vinci, enfin, et dans lequel il mentionnait justement cette homosexualité de Léonard. Donc, le ready-made de Duchamp fait allusion à Léonard de Vinci, fait allusion à son homosexualité d'une façon scabreuse, si on veut, et en même temps, enfin, nous met dans le secret du peintre, tout en lui rendant une espèce d'hommage pervers.